Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue au retour d'expérience Cité Santé Éducative. Je m'appelle Éric Legrand et je suis chargé de mission à la FNES. Alors, cet après-midi, nous aurons à la fois une présentation de ma part et puis Julie Simon du réseau Normandville qui m'accompagne aussi sur ce groupe pourra donner quelques illustrations. Et puis nous aurons le retour d'expérience, pardon, de la cité éducative d'Evry-Courcouronnes. Donc je les laisserai tout à l'heure se présenter et présenter un petit peu tout leur travail qu'ils ont réalisé. Et donc le principe aussi, c'est qu'on puisse avoir des échanges, des réflexions sur la question de la santé et des cités éducatives. Alors peut-être que dans un premier temps, moi je vais présenter le groupe pilote santé. Donc normalement j'ai un PowerPoint qui va apparaître, mais voilà. Oula, excuse-moi. Alors merci Julie. On peut passer à la deuxième slide. Voilà, alors le contexte du groupe Pilote Santé, il a été présenté lors de la rentrée des cités éducatives le 23 septembre dernier. Il est co-animé par la FNES, donc moi-même, et par Julie Simon de Normandville, du Centre ressources de politique de la ville de Normandie. Alors, très rapidement, la FNES, c'est la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé. C'est le seul réseau généraliste en promotion de la santé. Je vous ai mis le, l'adresse web et elle intègre en son sein 18 structures régionales, les IREPS, dom aussi compris. Les IREPS accompagnent, documentent, forment les professionnels aux questions de promotion de la santé et ce, dans tous les milieux de vie et sur toute population aussi. Alors, les centres ressources de la politique de la ville, ils sont implantés dans 20 régions, certains depuis 20 ans. Ils exercent auprès des acteurs des secteurs prioritaires de la politique de la ville, cohésion sociale, développement économique et rénovation urbaine, une mission de qualification et d'animation de la réflexion collective, avec le soutien de toutes les institutions concernées, en particulier l'État et les collectivités territoriales. Alors, lors de la rentrée des cités éducatives, 20 cités éducatives se sont inscrites au groupe pilote santé, couvrant ainsi 10 régions, la Guadeloupe, l'Île-de-France, PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, avec des villes comme Montpellier, Villiers-le-Bel, Boulogne-sur-Mer, Rennes, Nancy, et puis la cité qui va présenter tout à l'heure. Il y en a bien d'autres, bien évidemment. Deuxième. Alors les objectifs du groupe, tels qu'ils ont été définis, puis discutés, on va continuer les discussions, c'est être à la fois un lieu d'échange et de ressources sur les questions de promotion de la santé, avec effectivement les axes de la cité éducative, faire profiter des ressources nationales existantes pour les cités éducatives, de découverte à la fois de réseaux. Alors pour certains, il y a déjà de l'expérience sur certains réseaux, pour d'autres, ça peut être aussi une découverte, et ce pour appuyer et développer des partenariats. Travailler avec le réseau des IREPS, qui pourront aussi accompagner et développer des partenariats avec les cités éducatives et voir en 2022 favoriser des expérimentations et puis valoriser, partager des expériences des cités éducatives dans une logique d'échange de pratiques entre elles. Alors pour 2021, alors c'est vrai qu'il y a une énorme diversité de questions de santé. Il était nécessaire de choisir un fil conducteur. Alors parmi les questions qui ont été soulevées lors de rentrée des cités éducatives, il y avait la question de l'accès aux soins, la question de la prise en charge, le manque aussi parfois de professionnels libéraux, de médecins ou autres, les questions des addictions, notamment. Alors, et puis, il y avait toutes les questions autour de l'activité physique, l'hygiène bucco-dentaire. Donc, c'est vrai que ça faisait un panel assez large. Et on a choisi effectivement de travailler sur et de réfléchir sur le bien-être
et la promotion de la santé mentale, qui va être le fil conducteur pour cette année, en précisant bien que quand on dit promotion de la santé mentale, on n'est pas uniquement sur une approche liée aux pathologies mentales, mais sur des questions de bien-être au sens large du terme. Alors, il y a eu 4 webinaires seront organisés d'ici décembre 2021. Donc, un premier a eu lieu le 9 mars dernier, je vais y revenir dans quelques instants, et puis le prochain aura lieu le 28 juin, avec différents intervenants. Donc, il y aura l'Association nationale des maisons départementales des adolescents, l'expérience aussi de la Guadeloupe, pour la cité éducative de Pointe-à-Pitre, et aussi tout un travail autour de la santé des jeunes fait par la cité éducative de Villiers-le-Bel. Alors revenons quelques instants sur sur le premier webinaire pour voir un petit peu comment il s'est déroulé. Toujours un peu dans les principes que j'ai évoqués tout à l'heure, alors et qu'on discute conjointement avec Julie Simon aussi. Une présentation de Madame Fanny Pastan, qui est coordinatrice nationale des contrôles locaux de santé mentale. Là, j'ai remis aussi l'adresse web. Alors, il y a 262 conseils locaux de santé mentale actifs en France et 57 qui sont en projet, qui axent la réflexion dans une approche positive de la santé et sur les différentes catégories de population, enfants, adolescents, jeunes, adultes, personnes âgées. Et sur leur site, il y a un certain nombre aussi de ressources et d'accompagnements qui sont proposés. Une présentation aussi de Manuel Emmanuel Godot, qui est une de mes collègues qui est enseignante-chercheuse à l'EHESP, sur la question du bien-être et santé mentale des adolescents en Europe, en France et en éducation prioritaire. Que peut nous apprendre l'enquête nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé des substances? Donc, c'est une enquête qui s'appelle En classe, qui existe maintenant depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Donc, ça a été le moment un petit peu de retravailler, de re-questionner un petit peu sur nos regards sur la santé des enfants et des jeunes. Et puis, une présentation de l'école des parents et des éducateurs par Monsieur Aurélien Varnou et Madame Miranchu Bakeri, qui est délégué général de l'école des parents, pour aussi réfléchir sur les questions de parentalité et de voir quel accompagnement peut être possible en direction des cités éducatives. Suivant. Merci. Alors, quelques éléments, et puis on pourra bien évidemment en rediscuter, qui ont été issus des échanges avec les cités. Il y avait 12 cités présentes lors de ce premier webinaire. L'importance de travailler sur les mobilisations des ressources locales, au travers, par exemple, des conseils locaux de santé mentaux, sans être exclusif, mais qui constituent un support assez important pour répondre aux questions de prise en charge des populations. Un autre axe qui est vraiment de réfléchir et de travailler à partir du développement des compétences psychosociales pour améliorer le bien-être et la santé mentale, compétences psychosociales qu'on retrouve à la fois dans le champ de l'éducation nationale et dans le champ de la promotion de la santé. Réfléchir à la place des parents sous des formes différentes. Certains ont pu évoquer la question des cafés parents, mais certaines IREPS et cités éducatives, comme celle de Lormont par exemple, travaillent sur des programmes autour de la parentalité, donc des programmes qui ont été, je dirais, validés à l'international et qui se développent aussi en France. Et puis de réfléchir aussi aux questions de genre, d'articulation entre le collège et les lycées, et aussi sur une autre question qui est la place des jeunes. Je dirais quelle dynamique peut y avoir sur un territoire autour de cette question de jeunesse en tant que telle. Puis le dernier élément, Julie. Ah, voilà. Et puis,
en même temps, alors là on le voit pas très bien, autour de ce groupe-là, c'est de pouvoir diffuser un certain nombre de ressources. Là, j'ai mis effectivement les ressources, je dirais, que nous avons communiquées. Donc, vous retrouverez effectivement le contrat local de santé mentale avec le site, des documents aussi de la FNES autour de l'activité physique et la prévention des risques auditifs chez les adolescents notamment. Et puis dans le cadre de la dynamique qu'on a entrepris, un document qui s'appelle La santé mentale dont vous êtes le héros, et ce sont des podcasts qui sont à direction des publics jeunes notamment. Donc voilà un petit peu, je dirais, le cadre général du groupe santé. Donc, merci de votre attention. Et si vous avez des questions avant que je passe la parole à l'expérience de la cité éducative, n'hésitez pas. Merci à vous. Alors, pardon. Du coup, on a une question, Eric, qui a une participant qui nous demandait si tu pouvais parler un petit peu plus des IREPS et préciser un peu comment pouvait s'organiser concrètement leur accompagnement auprès des cités éducatives. D'accord, tout à fait. Merci de cette question. Alors, les IREP sont aussi des associations loi 1901. Comme je le disais, elles ont des missions de formation, de documentation, d'apport méthodologique. Les IREPS actuellement vont contacter ou sont en train de contacter les cités éducatives pour, je dirais, cerner un petit peu leurs besoins et leurs attentes et de voir, peut-être dans un premier temps, en termes d'apport méthodologique, ce qu'ils peuvent proposer, sans forcément que dans un premier temps, ça soit d'énormes projets, mais il y a un temps d'accompagnement qui est proposé par les IREPS en direction des cités éducatives. Ça peut prendre différentes formes, effectivement, ça peut être d'apport de ressources, d'apport de réflexion ou d'aide méthodologique. Oui, je pensais d'ailleurs peut-être aussi, tu sais, ce qui a pu être fait en termes de formation pour le repérage, par exemple, de jeunes un petit peu vulnérables auprès des différents professionnels qui interviennent auprès d'eux. Je sais que nous, en Normandie, l'IREPS en a fait des formations comme ça pour les professionnels. Tout à fait, oui. Il y a certaines formations qui sont en direction des professionnels sur lesquelles les cités éducatives peuvent être intégrées. Bien sûr, alors, selon le nombre de places qui est à disposition, bien sûr. Et ça peut être aussi des réflexions autour de développement, de faire des formations in situ pour les professionnels des cités éducatives. Désolée. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la présentation de la cité éducative d'Évry-Courcouronnes. Alors, je vais laisser la parole et vous présenter les unes et les autres. Voilà. Et je vous laisse un petit peu présenter l'ensemble. Vous avez une vingtaine, 20-25 minutes de présentation. Voilà, merci à vous. Je vais disparaître de l'écran dans un premier temps. Bonjour, je suis Madame Henry, principale du Collège des Pyramides d'Évry-Courcouronnes et tête de file de la cité éducative Évry-Courcouronnes et copilote à ce titre. Je laisse les autres participants autour de moi se présenter. Eh bien, je me présente. Ah, Caroline, on t'entend pas. On ne t'entend pas. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien, pardon. Bonjour à tous, je suis Caroline Kessler, je suis la directrice de l'innovation éducative pour la mairie d'Évry-Courcouronnes. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Sophie Sévadjian, la coordinatrice du conseil local de santé mentale pour la ville d'Évry-Courcouronnes.
Et bonjour à toutes et à tous, Fatima Tenachi, je suis psychologue clinicienne à la direction de l'innovation éducative à la ville d'Évry-Courcouronnes. Voilà. Vous voulez peut-être que je partage le support? Madame Henry, peut-être? Alors, oui, tout à fait. Alors, je vais un petit temps d'introduction très court. La cité éducative d'Évry-Courcouronnes s'est développée sur plusieurs axes de travail et celui de la santé mentale traverse en fait la commission santé et inclusion sanitaire et sociale ainsi que la commission famille et parentalité, les deux étant intimement liés. La nécessaire coopération dans l'interdisciplinarité pour aller vers des innovations pédagogiques et de territoire et pas seulement pédagogiques. Je parle, on va dire là en des termes un peu connotés éducation nationale, mais en tout cas réussir à travers le parcours des élèves et des jeunes à coopérer ensemble dans les meilleures conditions. Et donc les choses qui vont vous être présentées, les actions qui vont vous être présentées traduisent en fait le travail accompli de la cité éducative Évry-Courcouronnes à ce sujet, qui me semble tout à fait en tout cas intéressant au titre de mon rôle de copilote éducation nationale dans la complémentarité avec les autres copilotes. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que je crois qu'il faut laisser la place aux actions. Merci à vous. Est-ce qu'on peut avoir le diaporama? Alors voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je me représente, Sophie Sevadjian, coordinatrice du Conseil local de santé mentale pour la ville d'Évry-Courcouronnes. On espère en tout cas pouvoir être sur le même chemin qui a été présenté par Monsieur Legrand. L'idée étant de vous présenter là les liens entre la cité éducative et la santé mentale. On l'a nommé en ces termes, de la coopération interdisciplinaire, c'est ce que disait Madame Henry, à l'innovation. Donc, l'idée étant de vous présenter des illustrations concrètes de notre coopération interdisciplinaire et pour le moment, peut-être de vous présenter comment s'est fondée notre articulation entre santé mentale et cité éducative, entre santé mentale et innovation éducative, sachant que les dispositifs et les ressources, en tout cas sur notre territoire, s'intriquent et ce pourquoi on va vous présenter en fait sur quoi est basé nos liens, les ponts, les passerelles entre politique publique éducative et politique publique de santé, et tout ça en lien à chaque fois croisé avec l'éducation nationale. Si on peut passer justement à la première diapo, qu'on a nommé avoir un terreau favorable pour travailler tout ça, sachant que effectivement le premier budget de la ville est destiné aux politiques éducatives, qu'on a une ville dont la caractéristique est jeune, puisqu'il y a une moyenne d'âge de 27 ans, et 30% des habitants ont moins de 20 ans. Caroline Kessler pourra le développer au fur et à mesure aussi, puisqu'elle représente le GIP Stratégie d'action éducative, où effectivement on est aussi un territoire d'expérimentation pédagogique avec tout un tas de dispositifs liés à l'innovation éducative et proposant des actions concrètes vis-à-vis de tous les jeunes sur le territoire. Un territoire d'excellence aussi, qu'on a nommé comme ça, parce qu'effectivement il y a des grandes écoles d'enseignement supérieur. Et puis, dans ce terreau favorable, il y a les labellisations qui ont été obtenues en septembre 2019, donc cité éducative, avec 135 acteurs impliqués depuis le début de cette dynamique, répartis à peu près sur une même proportion entre acteurs de la municipalité, acteurs institutionnels et acteurs associatifs. Et puis, une autre labellisation aussi qui vient renforcer ce terreau favorable, le réseau mondial de l'UNESCO des villes apprenantes depuis l'année dernière. Dans cette photographie-là, dans ce terreau-là, il faut inscrire aussi le contrat local de santé, donc de 2018 à 2022, dont l'Agence régionale de santé et l'éducation nationale sont signataires parmi d'autres institutions. Et effectivement, qui dédie 3 fiches actions. Alors, il y en a plusieurs des fiches actions, mais en tout cas, il y a 3 qui sont dédiées à
la famille, les jeunes et la santé mentale. C'est pour que vous ayez une idée de l'intrication, en tout cas des sujets, au niveau de ces feuilles de route-là qui alimentent effectivement ce terreau. Et donc la fiche santé mentale, avec une coordination dédiée que je représente et une feuille de route dédiée qui est le Conseil local de santé mentale, qui est en fait un réseau d'acteurs pour la promotion de la santé mentale qui existe depuis du coup 3 ans maintenant, presque 4 cette année, pardon, et avec un réseau d'acteurs de 300 personnes à peu près. Dans ce terreau, il y a l'atelier santé-ville, le centre municipal de santé. On a aussi une coopérative d'acteurs santé des jeunes qui est co-animée et copilotée par l'ARS et la ville. Donc c'est une dynamique quand même depuis 2006 où les infirmières de l'éducation nationale sont vivement représentées. Et puis on a aussi un comité départemental de coordination des actions d'éducation à la santé et à la sexualité, qui est un dispositif qui est unique en France et qui nous fait développer, en tout cas sur notre territoire, beaucoup de compétences et d'actions envers les jeunes sur les questions de la sexualité. Dans ce terreau favorable, on peut aussi, je dirais, compléter avec le fait qu'on a quand même un hôpital aussi sur notre territoire, le centre hospitalier sud-francilien, qui est implanté sur notre territoire avec un secteur de psychiatrie infantile et juvénile, que la santé, elle est effectivement intégrée à plusieurs niveaux institutionnels, et au sein de la municipalité, de la petite enfance à l'enfance, à la jeunesse, aux centres sociaux, dans les maisons de quartier, aussi par l'éducation nationale, puisque la santé est intégrée dans des forums santé, dans des collèges, dans des lycées. Il y a des ateliers sur la vie relationnelle, affective et sexuelle dès la 5e. Donc voilà, c'est pour vous donner une photographie de ce terreau qui est plutôt favorable, en tout cas, à ce que des actions naissent, et tout ça bien sûr c'est un terreau qui doit être effectivement alimenté par les acteurs tout le temps, en fait ça s'entretient tout le temps et tous les jours. Dans ce terreau favorable, et c'est pas un hasard si effectivement nous sommes là aujourd'hui, c'est que moi, en tant que coordinatrice du Conseil local de santé mentale, du coup, je suis référente sur la commission santé, inclusion sanitaire et sociale de la cité éducative, en copilotage aussi d'un groupe de travail sur la santé mentale dans le cadre de la coopérative d'acteurs santé des jeunes. Donc, on se retrouve en tout cas dans toutes ces instances et notre objectif, c'est de faire les liens, les passerelles, de concevoir, entre guillemets, des bonnes pratiques pour effectivement favoriser les actions en faveur des jeunes de cette cité éducative. Donc, voilà, et je vais donner la parole à Fatima, puisque Fatima Tenachi, en sa qualité de psychologue clinicienne en charge de la parentalité, est également impliquée dans pas mal de dimensions, justement, pour que les choses se coordonnent, s'intriquent et se co-construisent ensemble. Merci Sophie. J'ai vu qu'il y a une question, s'il faut reprendre tout à l'heure la parole pour répondre, Sophie, à une personne qui demande comment est-ce que le Conseil local de santé mentale s'articule précisément avec les instances de la cité éducative. Je peux tout à fait te redonner la parole tout de suite si tu veux répondre, ou alors répondre à la fin pour toutes les questions qui pourraient être posées. Oui, d'accord. Ok, parfaitement. Moi, je vais donner quelques éléments un peu en complément juste de ce que Sophie nous a très bien résumé et présenté de la cartographie de la cité éducative de notre ville à Ivry-Courcouronnes. Et effectivement, je pourrais pas dire plus que cette parfaite articulation qui se met en place grâce aussi à une technicité, que j'appellerais ça comme ça, une expertise qui se retrouve dans mon profil de psychologue clinicienne au sein de la direction de l'innovation éducative, la DGL des politiques éducatives, où je travaille tout d'abord depuis quelques années en tant que membre justement du Conseil local de santé mentale. C'est comme ça que l'articulation, j'ai envie de dire, s'est retrouvée spontanément et naturellement à sa place dès que la cité éducative a été
donc mise en place au sein de la ville et de la collectivité. Donc tous les ponts et toutes les passerelles qui étaient déjà construites, réciproques et élaborées entre la direction de la santé et mon travail en tant que psychologue clinicienne, membre du groupe du CLSM, du comité local de santé mentale, a très facilement favorisé le travail pour porter les meilleurs fruits pour la cité éducative. Aujourd'hui, la vision est d'aller vers des opérations et des actions et des projets et des réflexions de plus en plus innovantes, j'ai envie de dire adaptées, ajustées, pour répondre aux problématiques et aux attentes des familles, mais aussi des équipes professionnelles. En tant que clinicienne, je donne 2 mots sur un peu la photographie de mon implication au sein de la ville, au sein de l'ADG et de la direction. Un pourcentage de mon travail qui est assez conséquent, bien entendu, et tout le monde peut le deviner, c'est en direction des familles et soutien aux parents et futurs parents. Donc, je peux tout à fait être en soutien et accompagnement à une famille qui a le projet d'adopter un enfant ou de concevoir un enfant, mais aussi une famille qui se voit interrogée ou souhaite des conseils sur des questions interrogeant le lien avec l'enfant, des problématiques intrafamiliales, etc. Un deuxième volet qui concerne l'intervention, enfin je l'appellerai plutôt conseil appui technique aux équipes professionnelles intervenant auprès des familles. Et un troisième volet que je nommerai expertise et travail au sein de la collectivité sur des éléments que j'appellerai événementiels et dates événementielles pour traiter des projets à caractère préventif ou autre. Le fait que je profite que Sophie ait souligné justement l'existence d'un important quand même centre hospitalier sur le territoire et l'ouverture d'une consultation de psychotrauma et une autre en ethnoclinique font que la mise en place, j'ai envie de dire, du parallèle et du réciproque de travail de partenariat entre moi au sein de la ville d'Évry-Courcouronnes et les personnes qui soient psychiatres, pédopsychiatres ou psychologues spécialisés en psychotrauma a facilité une énorme collaboration et surtout une très précieuse prise en charge et soutien aux familles, notamment celles souffrant d'événements traumatiques au courant de leur vie ou arrivant, j'ai envie de dire, immédiatement, parfois sur le territoire. Je vais plutôt laisser, j'ai envie de dire, quelques détails si nécessaire pour la suite de nos échanges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous répondrai et je donnerai la parole Sophie, si tu veux bien, à Caroline Kessler, ma directrice ici présente, pour étoffer et surtout nous parler de certaines actions qui sont déjà mises en place au niveau du territoire. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante ? Voilà, juste avant de donner la parole à Caroline, on a essayé de synthétiser de cette manière-là justement nos interactions. Maintenant, je crois que finalement, les flèches, on aurait pu les mettre dans pas mal de sens parce que finalement, tout nous paraît assez spontanément et naturellement intriqué entre nous. Enfin, en tout cas, c'était pour vous schématiser un petit peu les choses. Le Conseil local de santé mentale, pour répondre déjà à demi-mot à la question, il faut imaginer que le Conseil local de santé mentale, c'est des acteurs qui le composent et du coup multiples ressources avec leur expertise. Donc c'est en ça finalement
que ça peut alimenter les cités éducatives, que ça peut aider les cités éducatives, et réciproquement. Je dirais que les acteurs que l'on rencontre dans le cadre des cités éducatives, après peuvent s'impliquer, enfin après, pendant, avant peuvent s'impliquer aussi dans des actions qui sont plus liées à la santé mentale et pas forcément auprès des jeunes, mais ça peut être aussi dans d'autres dimensions. Donc finalement, c'est un, quand on parlait de terreau favorable, c'est un perpétuel maillage, réseau d'acteurs qui effectivement se font croiser des idées, des projets, les co-construisent ensemble et participent à différentes instances et relient en tout cas les actions entre elles. Et on va le voir là avec les illustrations. Ça a été effectivement le cas avec la première illustration qu'on va vous présenter. On peut passer à la slide suivante. Puisque là, on va parler vraiment de la coopération vers des actions concrètes. C'est tout à fait le cas de l'équipe mobile pluridisciplinaire qui est née si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, l'équipe mobile pluridisciplinaire, pardon, qui est née des cités éducatives, mais qui alimente et Sophie, qui est... excuse-moi. Sophie, tu Oui. m'entends ou pas? Tu n'as plus de micro, Oui, tout à Sophie, fait. on t'entend plus. Ah. Alors... Pourtant, je n'ai rien touché. Je peux continuer, mais c'est-à-dire que tout le laïus a été entendu, là? C'est bon? D'accord. Oui, donc j'en étais au fait qu'on puisse passer à la slide suivante pour justement illustrer par des actions concrètes comment les choses s'intriquent. Avec la slide qui propose de travailler, enfin de vous exposer ce qu'est l'équipe mobile pluridisciplinaire. Merci beaucoup. Du coup, voilà, c'est un exemple parfait pour voir le lien entre cité éducative et CLSM, parce que c'est un dispositif qui a été mis en œuvre par la cité éducative et qui est une innovation assez exemplaire pour le CLSM, parce que ça fait plusieurs années que dans le cadre du réseau d'acteurs du CLSM, cette équipe mobile pluridisciplinaire était pensée, travaillée plus ou moins conceptuellement, et là elle se concrétise via la cité éducative et pourquoi pas voilà, développer ça différemment, autrement, en tout cas le déployer, puisque là c'est tout naissant. Et du coup, je vais laisser la parole à Caroline, peut-être pour en dire davantage sur l'équipe mobile pluridisciplinaire. Oui, si tout à l'on fait. m'entend. Merci. Alors, l'équipe mobile pluridisciplinaire, c'est effectivement une innovation qui a pu prendre son essor grâce à la cité éducative. La genèse de ce projet, en fait, c'est sur les différentes situations complexes qu'on pouvait partager avec l'éducation nationale sur des situations d'enfants qui sont en très grande fragilité au sein même de leur école, qui éprouvent beaucoup de difficultés de comportement, qui vont être dans des comportements qui sont assez expressifs au sein de la classe et qui demandent en fait une très forte capitalisation de la part des enseignants et qui vont mettre à mal un petit peu le bon déroulé des apprentissages tout au long de la journée, tant pour l'enfant en question que pour les autres enfants de la classe. Ce sont des enfants qui sont soit déjà en fait repérés dans un besoin d'accompagnement vers du soin, mais pour lesquels en fait on est toujours en attente de soit de notification MDPH, soit de prise en charge directe par la MDPH, soit ce sont des enfants pour lesquels il n'y a pas eu encore de diagnostic posé et pour lesquels il faut vraiment faire en fait tout un travail de médiation avec la famille pour les amener à se rendre compte des difficultés de leur enfant et qui a besoin de mettre en place comme ça un cheminement vers du soin. Donc l'équipe mobile pluridisciplinaire, c'est une éducatrice spécialisée accompagnée d'un psychologue qui sont véritablement là pour faire une investigation sociale paramédicale autour de l'enfant et de pouvoir ensuite créer les bonnes orientations, qu'elles soient médico-sociales ou éducatives par la suite pour ces enfants-là. On intervient de la maternelle jusqu'au collège, même si principalement là, les situations que nous avons prises en charge sont principalement en élémentaire. On se dit qu'on ne se ferme pas la porte pour prendre en charge des collégiens, mais on se dit que logiquement, ils ont pu, normalement, ils auraient dû avoir déjà une réponse apportée avant qu'ils n'arrivent au collège.
Voilà, donc l'éducatrice spécialisée intervient sur du temps scolaire, ce qui est déjà une particularité en soi sur ce dispositif. Elle intervient au sein même de la classe, elle peut intervenir aux côtés de l'enseignante pendant le temps de classe. Prendre enfant s'il est en moment de crise, c'est véritablement le sortir de la classe pour le prendre en charge et le faire revenir au calme avec des méthodes éducatives adaptées. Et puis ensuite faire tout un lien aussi avec les familles et assurer cette coordination entre la famille, l'école et les différents partenaires médico-sociaux. Voilà brièvement pour l'équipe mobile pluridisciplinaire. Du coup, on vous a juste... Pardon. Vas-y Sophie, reprends la main. Je t'en prie Caroline, vas-y. Non, j'allais du coup donner l'autre explication sur l'échange de pratiques professionnelles, donner l'autre illustration. Donc la seconde illustration qu'on vous a mis, c'est cet échange de pratiques pro où grâce en fait au CLSM, on a pu mettre en place des échanges de pratiques pour les professionnels de la cité éducative qui sont notamment soit en fait des animateurs en ALSH, soit des référents de parcours qui ont dû, notamment par cette période de confinement qui a été particulièrement compliquée à vivre, hein, que ce soit pour les enfants, pour les familles à la maison ou même sur les temps scolaires quand l'école a dû reprendre, où du coup voilà, on a été confronté à prendre en charge des situations qui ont été de plus en plus complexes, qui se sont des fois fortement dégradées pendant les temps de confinement, et du coup des professionnels qui avaient besoin d'étayage éducatif, de soutien dans leur pratique professionnelle et qui ont dû monter en compétences très vite, j'ai envie de dire, pour continuer d'être dans une bonne prise en charge, tant d'un point de vue d'animation, mais aussi d'un point de vue éducatif. Pour cela, on a eu des professionnels qui, à un moment donné, ont été un petit peu très très surmenés, très surexposés pendant ce temps de confinement et qui ont eu besoin voilà de se reposer très vite dans leur pratique professionnelle, et c'est pour ça qu'on a mis ces temps d'analyse de pratique avec des associations de territoire, notamment principalement des psychologues qui organisent ça pour soutenir nos différents professionnels. Alors on a Sophie, mis en... je te laisse la main. Oui, on a mis en évidence aussi une troisième action, si on peut passer à la slide suivante. Merci. Alors, c'est un projet qu'on a nommé Capable. Vous voyez les lettres là, CPS. Alors, vous en parliez, Monsieur Legrand, donc ça tombe plutôt bien dans les objectifs généraux. Donc, c'est sur les compétences psychosociales et c'est la mise en place d'une formation au renforcement des compétences psychosociales. Là aussi, je vais donner très rapidement la main à Caroline sur ce sujet. En tout cas, ça, c'est pour vous dire que pour le coup, c'est une action, alors à l'inverse de l'équipe mobile pluridisciplinaire, et c'est là où vous voyez les ponts, les passerelles et les allers-retours, c'est né plutôt du côté santé, puisque c'est né dans le cadre de la coopérative d'acteurs santé des jeunes. Et puis, du coup, ça se déploie aussi, cette formation, grâce aux cités éducatives. Donc, Caroline, je te laisse... développer sur ce sujet-là que tu maîtrises bien mieux. D'accord. Alors, très brièvement, le projet Capable, c'est un projet de formation aux compétences psychosociales qui se tourne en 3 volets. Un volet de sensibilisation des parents, un volet de formation des professionnels qui soient de l'éducation nationale ou des professionnels du secteur socio-éducatif. Et puis ensuite, un 3e volet d'ateliers directement en faveur des élèves de classe de 6e qui sont animés par des enseignants qui ont bénéficié préalablement de la formation et par nos formateurs, formatrices de ce projet. Le lien qu'on a fait ici avec la cité éducative, alors effectivement, Capable est né préalablement grâce notamment au soutien de Middleka, mais là, grâce au soutien de la cité éducative, on va pouvoir accompagner les professionnels qui ont bénéficié de la formation pour qu'ils puissent déployer aussi dans leur pratique, dans leur quotidien, des ateliers de compétences psychosociales en faveur des jeunes qu'ils reçoivent au sein même de leur structure. Le but étant que demain, en fait, quand un jeune arrive dans n'importe quelle structure de la ville, que ce soit une structure de référence jeunesse, un ALSH, une association de quartier, ou qu'il soit dans son collège, le principe, c'est que chaque acteur soit véritablement dans une posture favorable et soit fervent du développement des compétences psychosociales de chaque jeune. Et du coup, de se retrouver dans cette cohérence-là, ça aide les jeunes à pouvoir,
mieux se sentir eux, et puis avoir des points d'écoute comme ça un petit peu partout où ils vont. Voilà, donc grâce à la cité éducative, on va pouvoir du coup développer plus d'ateliers au sein même des structures du territoire, en complément des ateliers qui se passent dans les collèges. Notre présentation est terminée, mais ça suscite sans doute des questions ou pas. On ne vous entend pas, Julie. C'est bon? Merci. Oui. On a une question concernant en fait les financements par rapport à votre action, qui en fait était finalement au-delà des financements, j'allais dire fléchés dans l'enveloppe cité éducative. Est-ce que l'ARS ou d'autres partenaires apportent des financements dans ces actions? Je pense que les participants voulaient avoir un peu plus de détails sur ce versant financier. Oui, alors Caroline, tu compléteras si besoin, ou j'y pense là notamment sur le projet Capable sur les compétences psychosociales qui s'inscrit dans la coopérative d'acteurs santé des jeunes, co-animé et copiloté par l'ARS et la ville direction de la santé sur l'année 2020, hein, je crois. Alors c'est pas que sur cette action-là sur les compétences psychosociales, mais effectivement il y a un financement ARS et MILDECA, mission interministérielle de lutte contre les addictions, donc qui représente à peu près, je crois, 45 000 ou 50 000 euros par an. Alors, pour déployer plusieurs actions, hein, pas que sur les compétences psychosociales, hein, mais voilà, pour vous donner une idée. Je ne sais pas si Caroline, tu veux compléter là-dessus. Non, effectivement, on a du soutien financier de la part de MILDECA, de l'ARS, et puis ensuite complément des cités éducatives. Alors oui, sinon il y avait eu une question hein, sur l'articulation entre le conseil local de santé mentale et les instances en fait de la cité éducative. Donc là, on est peut-être plus sur l'idée j'allais dire de comment se fait la coordination entre les différentes instances. Alors, la coordination, alors je dirais c'est une question aussi de place, c'est-à-dire que après c'est qui prend la place et où et qui coordonne les choses. Je dirais ça se fait assez naturellement et assez spontanément. Je suis à la fois sur la coordination du CLSM et à la fois référente de la commission santé, inclusion sanitaire et sociale. Donc du coup, je dirais cette double casquette me permet de faire assez naturellement les allers-retours, et sachant que sur un territoire local comme le nôtre de 70 000 habitants à peu près, avec un partenariat qui est engagé quand même depuis plusieurs années, je me permets de le dire parce que ça fait assez longtemps que je suis sur le territoire, avec un tissu associatif très riche, on rencontre systématiquement les acteurs dans différentes instances, parce que aussi tous les acteurs sont impliqués dans différentes instances, donc on se retrouve d'une instance à l'autre et on fait l'interaction et les coopérations et les co-constructions se font assez naturellement parce qu'on se retrouve à chaque fois dans chaque instance. Moi, je retrouve Caroline dans le cadre du CLSM, je la retrouve dans la coopérative d'acteurs, je la retrouve dans le cadre des cités éducatives. Fatima également, elle est dans l'équipe projet du CLSM et du coup, elle va capter effectivement des choses. Et c'est avec Fatima, par exemple, que nous avons construit l'assemblée plénière du CLSM en 2019, ciblée sur l'enfance et la jeunesse. Donc, du coup, voilà, ça se fait assez naturellement, comme je disais. Oui, je t'en prie. Juste, là, tu me rappelles quelque chose, peut-être je l'avais pas moi précisé, donc c'est ta faute. Je l'avais pas précisé que je suis, Sophie, elle est dans la cité éducative. Sophie, elle a la casquette de référente santé.
Et moi, dans la cité éducative donc de notre ville, j'ai la casquette, au-delà de psychologue clinicienne, j'ai la casquette de référente famille parentalité. Donc, pour répondre à la question justement qui est tout à fait à sa place, comment se fait l'articulation? Le fait que je sois au sein de la direction innovation éducative, la DGA politique éducative, et avec la casquette de membre du conseil local de santé mentale avec Sophie, effectivement, pour nous, c'est d'un naturel et d'un automatisme incroyable. Et la même chose, un peu moins, peut-être que Sophie, ça fait 14 ans que je suis sur le territoire. Nous travaillons depuis toujours avec un réseau associatif très, très implanté, actif et présent. Beaucoup d'acteurs de l'éducation nationale, j'ai envie de dire, différents niveaux. Et je n'oublie pas, c'est pourquoi j'étais courte tout à l'heure dans ma présentation. Je me permets cette parenthèse, Sophie, parce que tu m'as fait un peu l'appel de pied. C'est le fait que je sois membre du groupe de travail égalité femmes-hommes et membre du groupe départemental, le réseau départemental de la lutte, de la prévention des violences intrafamiliales et lutte contre les violences faites aux femmes et les enfants témoins et co-victimes des violences intrafamiliales. Fait que cette articulation avec mes collègues, enfin j'ai envie de dire mes consoeurs et confrères psy de la MDS, des MDF, enfin de l'ASE et du département, les personnes qui travaillent, enfin les psychologues qui travaillent au niveau de certains collèges, lycées ou écoles avec qui je travaille sur certaines situations familiales, le fait que je sois dans le conseil local de santé mentale, enfin fait que, enfin tout ça, c'est pourquoi je suis totalement d'accord avec l'intitulé de la première diapo, terreau. Tout ça constitue justement le terreau pour que le tout vienne profiter à la cité éducative, aux objectifs de la cité éducative et bien entendu tout à fait au final et avant tout aux familles, au bien-être, j'ai envie de dire la promotion du bien-être et de la santé de tous. Voilà, c'était juste la parenthèse, Sophie. Si je peux me permettre, effectivement, et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, mesdames, moi qui suis arrivée sur la cité éducative Héricourt-Couronne il y a donc 2 ans presque, ça fera 2 ans en septembre, donc au moment de la labellisation. Je n'avais pas connaissance des appuis que pouvait avoir développé le territoire, que vous avez tout à fait bien développé à l'instant. Et pour autant, j'ai pu voir l'élan nouveau qu'avait donné l'élan de la cité éducative et cette labellisation, c'est-à-dire que la richesse, c'est de s'être appuyé sur ce qui existait, mais de ne pas continuer exactement de la même manière. Et je trouve que la richesse, justement, de l'expérience du territoire est un terreau. Et que aujourd'hui la transformation, on va dire, qui a eu lieu grâce à la cité éducative et à cette labellisation, elle a permis d'apporter un souffle nouveau sur des choses qui étaient déjà solides. Donc j'ai pu moi le mesurer puisque j'arrivais, j'avais un œil neuf et ce que je peux constater, c'est qu'on s'appuie effectivement sur des choses existantes. Vous avez un tissu associatif, un tissu de partenaires extrêmement riche et nous avons ce tissu-là et quand je dis vous, c'est parce que vous y étiez avant. Et ce que j'ai constaté, c'est que la façon dont nous l'avons développé au regard de la cité éducative est davantage, on va dire, tournée vers l'innovation encore, avec effectivement des interactions qui sont beaucoup plus claires pour les partenaires et qui sont visibles. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez accompli précédemment a permis en fait d'asseoir effectivement la nouveauté que nous demandait de développer la cité éducative. Si je peux me permettre, c'est comme ça que je l'ai vécu en tant que copilote à mon arrivée et s'appuyer sur l'expérience que vous avez, sur ce que vous avez déjà œuvré, permet aujourd'hui de développer, vous l'avez évoqué avec les différentes capables, avec l'équipe pluridisciplinaire, hein. On y a trouvé tous une place à un moment et on va dire d'autres perspectives aussi. Je crois que c'est important de le dire, tout en gardant en fait la dynamique. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, je souhaitais le glisser à cet endroit. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre réponse qui montre même dans la façon dont vous participez chacun à la réponse, l'habitude de coopérer et de se coordonner que vous avez.
Alors, on a d'autres questions des participants. Alors, une question en particulier sur une demande en fait plutôt de précision sur les différences et les complémentarités qui peuvent se faire avec le programme de réussite éducative sur l'action équipe mobile pluridisciplinaire. Oui, tout à fait. En fait, le programme de réussite éducative est un des premiers partenaires de l'équipe mobile pluridisciplinaire. En fait, il est une réponse en relais suite à l'évaluation que l'équipe mobile pluridisciplinaire va pouvoir effectuer auprès de la famille et selon les besoins. Selon l'évaluation, soit on va se dire que en fait le programme de réussite éducative est tout à fait adapté pour pouvoir accompagner cette famille-là, ou alors au vu des difficultés et des différentes critères de la famille, il va plutôt falloir proposer par exemple vers une aide éducative à domicile, vers une AED. Voilà, et ce sont différentes pistes éducatives qui vont être proposées, ou alors directement un relais vers le soin sans qu'il y ait forcément besoin d'un soutien, d'un étayage auprès des parents, et ils pourront cheminer plus facilement vers le soin. Voilà. Donc le PRE est en première ligne des partenaires de l'équipe mobile. D'accord. Alors, j'ai une autre question également sur la tranche d'âge des enfants et des jeunes qui sont concernés par les ateliers psychosociaux dont vous avez parlé, et de savoir un peu combien de jeunes en fait peuvent être accueillis par atelier. Tout à fait. Alors le programme, là, on l'a spécifiquement conçu et développé pour les niveaux de 6e. Donc ce sont des enfants de 10, 11 ans qui sont donc du coup en classe de 6e. Et les ateliers se font en demi-groupe. Donc on a entre 12 et 15 enfants par atelier. Et c'est un peu c'est la taille maximum par contre des groupes. Les ateliers ne peuvent pas être travaillés en classe entière parce que ça demande quand même fortement des interactions avec les enfants et les enfants entre eux. Donc c'est vrai que au-delà de 15 enfants, cela devient difficilement gérable. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai également une autre question d'un participant qui est intéressé par tout ce qui est aussi autour des échanges de pratiques professionnelles et d'analyse de pratiques. Et il y avait une question pour savoir s'il s'agissait de trouver en collectif une piste de solution à une situation ou s'il s'agissait plutôt d'une analyse de la pratique classique. Alors, dans le cadre du CLSM, hein, c'est ce qu'on montrait dans la diapo, dans le cadre du CLSM, il y a des ateliers d'échange de pratiques. On n'a pas volontairement nommé ça analyse de pratique, mais atelier d'échange. On n'est pas forcément dans l'analyse. Ça demande des compétences particulières aussi, hein, l'analyse de pratique. On a pu le faire. Donc ça c'est je dirais la routine d'une des actions du CLSM, où c'est des groupes intersectoriels, tous les horizons. Voilà, on est à 5 séances annuelles. Et je dirais que on est plutôt dans un échange, évidemment, dans la bienveillance, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas dans l'analyse au point de décortiquer des choses. Là, ce qu'on a illustré tout à l'heure, en groupe de travail sur la santé mentale des jeunes, où c'est quelque part un petit peu improvisé ce moment d'analyse de pratique, c'est parce que, comme le disait très bien Caroline, on était dans ce groupe. Alors, ça a été un petit peu improvisé parce que c'était effectivement pas prévu à l'ordre du jour, mais en tout cas, il y avait un besoin et ça a été ouvert ainsi. Mais comme le disait très justement Caroline, dans ce groupe-là, il y avait des psychologues autour de la table, ce qui a permis effectivement de décortiquer davantage et d'être davantage dans l'analyse. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et là, on a donné vraiment des pistes. Je dirais que dans les ateliers d'échange de pratiques, on est dans des échanges de bonnes pratiques et de ressources, alors bonnes avec beaucoup de guillemets, hein, vous l'entendez bien, de bonnes pratiques et de ressources sur le territoire, qui fait quoi, et toi tu peux solliciter qui, et moi je m'appuie sur ceci et je m'appuie sur cela. Dans ce qu'on vous a illustré, dans le groupe santé mentale des jeunes, où c'est improvisé cette analyse de pratique, on a beaucoup plus décortiqué les choses, et ça a été permis parce qu'il y avait des compétences autour de la table qui nous le permettaient, notamment des psychologues. Voilà. Après, il y a d'autres
il y a d'autres, le CLSM propose d'autres dispositifs, dont la cellule d'alerte santé mentale, où là, on est alors sur un autre niveau d'analyse, et je dirais même de décision, puisque là, on décide sur les hospitalisations en psychiatrie sans consentement. Donc, on a un peu tous les niveaux de possibilités. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je pense. Je l'espère. En tout cas, oui. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, si dans les participants, il y en a qui n'ont pas encore osé poser leurs questions, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Mais je crois qu'Éric avait quelques questions aussi à poser. Oui, enfin, c'est juste peut-être deux petites questions. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur la coopérative santé jeune? Bon, ça s'articule un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a plein de termes autour de coopérative. Et puis, l'autre question aussi, c'est, voilà, il y a un travail formidable qui a été réalisé. Quelles sont les perspectives que vous vous donnez, là, je dirais, dans les 1 an ou 2 ans, voilà, en termes de développement, d'action, santé, en coopération, enfin, voilà. Quels sont un peu les axes que vous souhaitez ou que vous allez renforcer pour les prochaines années? Je peux commencer à répondre sur la coopérative d'acteurs santé des jeunes. Après, peut-être Madame Henry, en tant que copilote sur l'avenir, peut-être qu'il y a des choses à ajouter. Sur la coopérative d'acteurs santé des jeunes, alors oui, c'est une instance en fait technique et stratégique du contrat local de santé, du CLS 2018-2022. C'est né en fait, c'est la continuité de la commission santé des jeunes qui est née depuis 2006, hein, qui était un regroupement d'acteurs pour travailler sur cette feuille de route parcours santé des jeunes du CLS, du contrat local de santé. Donc c'est né en 2006, mais la coopérative d'acteurs santé des jeunes, donc on l'a nommé différemment parce que ça s'est inscrit aussi dans une proposition de l'ARS avec une méthode et des financements différents qui était une coopérative. Du coup, on a inscrit notre commission santé des jeunes dans cette proposition de l'ARS de créer cette coopérative sur le territoire, sachant que on va aussi bien de l'analyse des besoins à l'évaluation d'une programmation, à la co-construction d'actions, à la décision de la répartition de financement. C'est-à-dire que la coopérative est complètement, je dirais, autonome dans sa manière de fonctionner, que ce soit sur l'aspect projet, sur l'aspect financier. Voilà, on a été même jusqu'à, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, elle est composée que de structures qui accueillent du public jeune, parce que du coup, ça s'adresse, enfin, toutes les actions qui sont menées, c'est pour des jeunes qui ont entre 12 et 25 ans, si je ne me trompe pas. Et au regard des objectifs qu'on s'est fixés dans cette coopérative, les priorités, elles ont été ciblées, je crois, sur 5 thématiques. Le renforcement des compétences psychosociales, justement, la santé dans le cadre des manifestations sportives et festives, la vie relationnelle, affective et sexuelle, la découverte des structures et l'interconnaissance, et la santé mentale des jeunes. Voilà, donc après, la particularité de cette instance stratégique et technique, c'est qu'elle est effectivement autonome et que ce sont les acteurs eux-mêmes qui analysent les besoins, qui co-construisent ensemble et qui répartissent les priorités et qui répartissent la manière dont on va mener les actions. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Je ne sais pas si Caroline, tu veux, toi qui as l'expérience aussi de la coopérative d'acteurs santé des jeunes depuis le début, si tu veux compléter. Alors, pour le coup, tu as été assez
assez complète, Sophie. C'est vrai que ce qui est assez plaisant dans cette coopérative d'acteurs, c'est que c'est vraiment l'endroit de l'intelligence collective, j'ai envie de dire, où chacun vient un petit peu avec ses idées, ses compétences, et on est dans un espace de création ensemble, et on a un peu cette autonomie, puisque la coopérative permet cette souplesse financière, puisqu'on a notre propre fonds financier dont on peut un petit peu disposer. Alors, je dirais pas forcément comme on veut, puisqu'on a quand même le regard de l'ARS et des différents acteurs sur ça, mais ça laisse quand même une certaine autonomie pour avancer sur des projets, et ça, du coup, ça rend les projets flexibles, et c'est assez plaisant. Vous m'avez nommé, Madame, tout à l'heure dans les propos concernant les perspectives. J'ai tendance à dire que finalement, les commissions qui sont mises en œuvre, et celle-là en particulier, et qui travaillent autour des sujets qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, sont en fait liés à des acteurs, et que en tant que copilote, nous sommes 4, et que le copilotage intervient aussi au regard de ce qui se passe dans le travail intérieur des commissions et des remontées qui nous sont faites des besoins. Donc la commission en question fait partie de notre perspective, c'est-à-dire que le travail accompli sur le terrain par les acteurs et par les partenaires nous est rendu par vous, Madame Tenachi, concernant cette commission-là, et du coup, on a un regard sur ce qui se passe et sur les besoins du territoire, et c'est ça aussi l'interaction avec les copilotes. Ensuite, on essaie de soutenir au mieux en fonction des différents besoins des 7 axes des 7 commissions de notre cité éducative, les différents axes au fur et à mesure de la construction de la cité éducative. Et donc les priorités de l'an prochain, j'ai tendance à dire, elles sont entre les mains des partenaires et des acteurs, puisque c'est au regard de ce qui se fait sur le terrain que nous prenons un certain nombre de décisions, mais que nous ne les prenons pas hors sol, voilà, et nous les prenons en contact étroit avec vous et avec les référents de commission. Donc ça, c'est aussi cette interaction-là, elle garantit d'être en lien avec le territoire. Pour dire un mot suite à l'intervention et la réponse totalement complémentaire de Madame Henry, et ce qui vient illustrer parfaitement ce qu'on avait dit tout à l'heure, moi et Sophie, sur nos casquettes entre guillemets respectives, elle et moi, en notre qualité de référente de commission au sein de la cité éducative, mais aussi en tant que chacune dans son, j'ai envie de dire, dans sa mission et son poste au sein de la ville, une sur le CLSM, l'autre sur la psychologie clinique en lien auprès des parents. Et pour répondre enfin, faire le lien avec votre question, Monsieur Legrand, sur, bien entendu, moi, à mon niveau de psychologue, de technicienne, d'experte, si j'imagine ou j'essaye de me projeter pour les mois, les années à venir, ça va être comment est-ce que je pourrais, à travers le périmètre de ma mission de psychologue au sein de la direction de l'innovation éducative, je pourrais remonter, alerter, analyser, observer des éléments de terrain que je noterai lors de mes interventions, de mes soutiens auprès des familles, mais aussi auprès des professionnels. Je rajouterai entre parenthèses, surtout avec la conjoncture actuelle et la suite de la crise sanitaire, je rajouterai quels seraient les éléments et comment est-ce que je pourrais être force de proposition et technique au sein de ma direction, de ma DGA, au sein de la ville, et aussi, surtout, au sein de la cité éducative, via ma casquette de référente commission famille-parentalité. Donc, le lien, encore une fois, pour revenir à la réciprocité et au travail totalement très bien huilé, très bien articulé entre, j'ai envie de dire, nos différentes casquettes. Et comme l'a dit Sophie tout à l'heure, à juste titre, chacun sait où est-ce qu'il est et comment est-ce qu'il peut contribuer à ce pot commun qui est aujourd'hui, enfin, un des pots communs, ce n'est pas le seul, un des pots communs qui est la cité éducative, qui répond aux besoins des familles, mais je rajoute à chaque fois les attentes et les conseils et les appuis techniques pour les équipes professionnelles. Voilà. Merci. Julie, oui, moi aussi je pourrais. Je te laisse la parole, Julie.
Merci. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, nous avons eu une nouvelle question de Madame Chloé Todoskov qui demandait s'il était possible, apparemment elle a été intéressée par votre travail au niveau de l'équipe mobile, et elle demandait s'il y avait possibilité de récupérer le détail un peu du fonctionnement de l'équipe mobile concernant un peu le cahier des charges, les modalités, les coûts. Je voulais rappeler à ce sujet qu'on a au niveau du Printemps des cités éducatives un espace, un networking via donc la plateforme liée à l'événement où il est possible de prendre contact avec les intervenants de la cité éducative d'Évry-Courcouronnes. Si vous voulez justement prolonger un petit peu les échanges. Et puis peut-être du coup, mesdames, c'est juste rappeler votre nom pour que les gens puissent vous retrouver en fait aussi dans cet espace de networking. Oui, alors du coup, je vais répondre, mais vous allez dire que je vais vous faire sûrement une réponse de Normande. Je vais vous dire oui et non. Vous aurez compris que les principaux ingrédients, vous les avez un petit peu disséminés. Je vous les ai dit un petit peu dans ma présentation où le projet a forcément été co-construit, co-réfléchi avec l'éducation nationale principalement. Maintenant, ça reste une innovation qu'on a entre le moment où on l'a prévu et aujourd'hui comment on l'expérimente. Il y a plein d'ajustements, il y a plein de choses qui bougent. Donc aujourd'hui, notre cahier des charges est pas fixé, pas finalisé. Il y a encore des choses qui sont un petit peu en train de se travailler. Donc je ne pourrais pas livrer forcément de recettes clés en main un petit peu sur ce projet-là parce que en pleine innovation et donc du coup on a encore besoin de faire vivre le projet pour véritablement faire une présentation en tant que telle. Voilà. Mais en gros voilà c'est surtout l'éducation nationale, un éducateur spécialisé et des enfants en très grande fragilité et une cité éducative pour soutenir tout ça. Merci beaucoup. Donc oui, on nous rappelait aussi que les participants pouvaient aussi contacter la coordination nationale pour avoir des infos via leur adresse mail citééducative@anct.gouv.fr. Peut-être moi, alors, je sais pas si c'est une question, mais parce que là, comme vous le dites, vous avez un terreau favorable. Enfin, on voit vraiment l'expérience acquise sur ce long terme sur des cités éducatives qui débutent, qui n'ont peut-être pas forcément le même terreau, qui a le conseil. Alors, je ne sais pas si le terme conseil est bien approprié. Toutes choses égales par ailleurs. Pourriez leur indiquer, enfin, est-ce que c'est construire le partenariat d'abord, enfin, développer une culture commune, je sais pas. Là, au regard de votre expérience et expertise aussi, d'ailleurs. Chose sur laquelle je peux intervenir, c'est de dire que le sujet de ce partenariat a été de respecter en fait les prérogatives des uns et des autres et de ne pas empiéter sur ce qui existait déjà institutionnellement dans l'éducation nationale, entre autres, mais aussi à d'autres égards sur ce qui pouvait exister et de regarder, de faire un diagnostic préalable qui permette de ni faire doublon, ni se substituer à. Je crois qu'on peut le dire comme ça, Caroline. Je sais pas ce que enfin voilà, et Madame Tenachi, je crois qu'on peut dire ça. Après, je n'étais pas nécessairement à l'articulation du début, mais en tout cas, je me rappelle être intervenue à cet endroit-là particulièrement pour être vigilant à ne pas superposer, pour que la lecture pour les familles aussi puisse être fluide et qu'il n'y ait pas d'égarement dans des superpositions de dispositifs qui risquaient peut-être après de ne plus être efficients. Tout à fait. Ce qui était important, c'était de garder la bonne complémentarité, notamment une bonne visibilité au niveau des familles, mais surtout une complémentarité aussi entre acteurs, entre les compétences de tout à chacun. Voilà, c'est vraiment c'est un projet qui, j'ai envie de dire, c'est un petit peu de la dentelle qu'on a fait et du sur-mesure par rapport aussi à notre territoire. Merci. Est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter ou par rapport à votre expérience? Voilà. Alors, moi je pense signaler.
Allez-y, pardon. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Je disais, je pense que l'on a tout dit. Je reviens juste sur deux petites choses. C'est vrai sur les liens entre cité éducative et CLSM. Je voulais le pointer tout à l'heure. Dans le cadre du contrat local de santé et du conseil local de santé mentale, on a beaucoup d'infirmières scolaires aussi qui sont inscrites et impliquées. Donc, ça facilite aussi les liens parce que du coup, là, on a vraiment effectivement des acteurs de terrain aussi à ce niveau-là qui font remonter des besoins et ça nous permet de croiser avec les besoins des acteurs du CLSM, des acteurs de la cité éducative. Et puis je dirais aussi dans le terreau, parce que c'est aussi comme ça qu'on a regroupé un petit peu les forces. On ne l'a pas évoqué, mais parce que peut-être c'est aussi d'envergure, mais et c'est tellement d'envergure qu'on l'a peut-être oublié. Mais en tout cas, on a aussi bénéficié d'une dynamique sur le territoire assez rare. C'est la fusion de deux villes aussi, puisque Évry et Courcouronnes étaient deux municipalités distinctes qui se sont aussi rapprochées, qui se sont mariées, entre guillemets, pour en faire une commune nouvelle. Et c'est vrai que j'ai le sentiment, enfin, je ne sais pas si les collègues me rejoindront, mais enfin, je veux dire, Caroline, par exemple, avec le JPSAE qui était sur le territoire de Courcouronnes, et plutôt Fatima et moi qui étions sur le territoire ex-évrien, a fait que voilà, on s'est connus et puis on a aussi associé nos compétences, nos expertises et nos forces et nos ressources et nos besoins, et tout ça aussi, ça alimente beaucoup de choses et ça voilà, ça fertilise beaucoup de choses aussi. Voilà. Écoutez, merci pour ce témoignage. Merci à vous aussi pour toutes ces réflexions et remarques. Juste aussi dans les ressources, alors je l'ai pas évoqué, il y a Fabrique Territoire qui produit aussi un certain nombre de documents, de ressources, d'expériences. Aussi, alors je ne sais pas s'il y a celle de l'équipe mobile, même si elle est en train d'être mise en œuvre, mais qui permet parfois aussi de donner des éléments parfois chiffrés aussi sur certaines expériences. Donc ça peut être aussi un moyen intéressant. Merci Julie aussi, parce que je vois que l'heure approche de son terme. Merci aussi Julie pour tes interventions. Moi, je vous donne rendez-vous pour le groupe Pilote Santé pour la continuité le 28 juin prochain après-midi avec plaisir. Effectivement, oui, je vois aussi dans le chat, oui, il y a aussi sur les questions de santé mentale Psycom aussi qui est un endroit et un site ressources assez essentiel et incontournable sur ces dynamiques. En tout cas, écoutez, grand merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis une bonne continuité aussi dans le printemps des cités éducatives et des cités éducatives, tout simplement. De même, merci. Un dernier mot, Monsieur Legrand, pour vous dire merci pour cette opportunité. Merci, Monsieur Legrand et Julie Simon pour cette opportunité que vous nous avez donnée et permis pour que la cité éducative Évry-Courcouronnes, avec toutes les personnes ici présentes, de Madame Henri, copilote, de Caroline Kessler en tant que directrice et Sophie et moi-même, avons pu partager, même si c'est bon, on les a pas en direct, mais via le travail de la régie derrière, de partager cette expérience et au plaisir peut-être de croiser d'autres expériences via cette plateforme-là et le groupe Santé Mentale. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Legrand. Merci. À vous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci.